Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres de votre journal de mardi. Nous ouvrirons cette édition avec une conférence de presse concernant le nouveau centre de gérontologie. Nous découvrirons une expédition scientifique que s'apprête à vivre un scientifique et un étudiant. Nous irons à la rencontre d'un économiste expert en relations internationales. Et enfin, direction l'entrepôt pour la 3e édition de l'Open des artistes. C'est le 12 février prochain que le centre de gérontologie clinique Régnier 3 ouvrira ses portes. Une conférence de presse était organisée ce mardi au ministère d'État afin de présenter ce vaste projet entrepris par le gouvernement princier depuis 2003. Les explications de Patricia Navarro. L'ouverture du centre de gérontologie clinique Régnier 3 le 12 février prochain va constituer une étape historique dans la politique sociale de la principauté. Cette nouvelle structure abritera 210 chambres individuelles à proximité du centre hospitalier Princesse Grace, le tout réparti sur plus de 22 000 m² et 10 niveaux. Alors, le centre de gérontologie clinique Régnier 3 s'adresse aux habitants de la principauté et à tous les assurés sociaux de la principauté de plus de 60 ans. Pour une hospitalisation en court séjour, pour une hospitalisation en soins de suite, pour des épisodes de décompensation, pour l'accompagnement des patients atteints par la maladie d'Alzheimer, mais aussi pour la prise en charge en unité de soins de longue durée, pour les hospitalisations prolongées. Le centre de gérontologie clinique Régnier 3 accueillera dès son ouverture le 12 février des patients dans les unités de soins longue durée, puis dans l'unité Denis Ravera dédiée aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et dans l'unité des soins de courte durée. Il s'agira de centraliser la filière gériatrique et de jouer la complémentarité avec les autres services du CHPG. L'idée principale étant qu'au fur et à mesure de l'avancée en âge, des maladies apparaissent et vont pouvoir s'associer, c'est ce qu'on appelle les polypathologies, et que dans ce cas-là, une prise en charge médicale de très bon niveau associée à des soins, à une prise en soins, disons, globale, et à une approche globale du problème du patient, mettant le patient au centre des préoccupations, est tout à fait indispensable. Tout sera mis en œuvre pour faciliter l'accès au centre avec des places de parking réservées à proximité de l'établissement. Enfin, à terme, l'ouverture du centre permettra de rénover en profondeur le Cap Fleury 1 et d'engager la reconstruction du Cap Fleury 2. Un scientifique du musée océanographique ainsi qu'un étudiant de l'école supérieure d'art plastique s'apprêtent à vivre une aventure unique et exceptionnelle. Vendredi, ils seront en route pour une expédition entre art et sciences aux îles Galapagos. Reportage. Pendant un mois, Adrien Blanguillon et Gilles Pérez vont mêler création artistique et recherche scientifique aux Galapagos. C'est dans ce paradis naturel que le jeune étudiant à l'école supérieure d'art plastique de Monaco et le scientifique du musée océanographique vont tenter de découvrir l'inconnu. Par l'inconnu, aujourd'hui, il faut comprendre ce que tout le monde ne sait pas. Ou plus simplement, comme le veulent Adrien et Gilles, montrer ce que l'on ne trouve pas sur Internet. Dès qu'on ouvre Internet, on voit toujours à peu près les mêmes choses, les oiseaux à pattes bleues, les otaries, les requins, enfin tout ça. Donc lui, il veut sortir un peu de tout ça et il veut avoir un œil différent de ce qu'on peut voir. Bien sûr, on va voir les choses principales, les choses qu'il faut voir. Après, lui, je pense qu'il fera des choses différentes. De voir les Galapagos avec un autre œil que ce que peuvent avoir les touristes lambda. Gilles Pérez va guider Adrien Blanguillon à travers les îles Galapagos pendant toute la durée du voyage. L'idée est de mêler la jeunesse et l'esprit artistique avec l'expérience et les fondamentaux scientifiques. Une méthode déjà utilisée pour les longs voyages avant l'arrivée de la photo. Moi j'aime la partie du coup artistique qui va justement être partir sur mon interprétation, de dessiner, de quelque chose de plutôt créatif et de m'appuyer sur les connaissances de Gilles, qui est des connaissances scientifiques, et c'est aussi de rapprocher vraiment ces deux univers qui sont à la fois éloignés et assez similaires aussi, parce qu'il faut savoir dans les premières expéditions en 1700, quand il y avait en 1800 à peine l'arrivée de la photographie, on faisait appel à des coloristes parce que la photo était qu'en noir et blanc. Donc il y avait un besoin de reproduire un milieu. Le dessin était surtout une reproduction qu'une réinterprétation en fait. Et c'était de réutiliser ces codes des premières planches de botanique, des premières cartographies. C'était essayer d'être dans ce jeu-là, mais en est 100 ans plus tard, donc avec une réinterprétation et un nouveau regard.
À terme, ce voyage devrait faire naître un livre édité par l'association The Monaco Project for the Art et présenté au musée océanographique. Les dessins d'Adrien Blanc-Guillon et les connaissances scientifiques de Gilles Pérez se mêleront dans un ouvrage unique à l'image de leur voyage. Qu'est-ce qu'une puissance au XXIe siècle? Une question à laquelle Thierry de Montbrial a apporté des éléments de réponse. Invité par la Monaco Méditerranée Foundation, cet économiste expert en relations extérieures a tenu une conférence à l'hôtel Hermitage. Élodie Messager vous en dit plus. L'économie, l'arsenal militaire ou encore l'influence politique, qu'est-ce qui fait la force d'un État aujourd'hui ? Puissance et pouvoir, deux concepts à ne pas confondre. C'est ce qu'explique Thierry de Montbrial, le fondateur de l'Institut français des relations internationales, lors de sa conférence à Monaco. Je fais personnellement une distinction très claire entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir, pour un État, mais aussi pour une entreprise, pour Al-Qaïda, pour un individu, c'est la capacité de mobiliser certaines ressources dans une direction voulue. Et la puissance, c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire c'est l'utilisation effective du pouvoir. On peut parfaitement avoir du pouvoir et ne pas vouloir ou ne pas pouvoir, pour des raisons psychologiques ou autres, passer à l'acte. Aujourd'hui, par exemple, les États-Unis, après avoir été échaudés pendant des années, scotchés au Moyen-Orient, etc., les États-Unis, manifestement, n'ont pas envie, politiquement, ils sont freinés, alors même qu'ils ont le pouvoir, par exemple, de projeter des forces à l'étranger, etc. Donc voilà, si vous voulez, la puissance suppose le pouvoir, mais ça va au-delà du pouvoir. Les puissances actuelles seront-elles dépassées par les pays émergents, désormais incontournables? Si un État est puissant économiquement, il n'est pas forcément influent sur le plan politique. Les États-Unis vont rester, au moins pendant les 20 prochaines années, la première puissance mondiale, même s'ils sont de loin plus puissants que tous les autres pays, y compris d'ailleurs pour un certain temps la Chine. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils puissent eux-mêmes diriger tout seuls les affaires du monde. Si vous parlez des questions commerciales internationales, dans la liste des pays les plus importants, puissances les plus importantes, il faudra sûrement mettre par exemple le Brésil ou l'Inde. Parce qu'ils ont un poids tel qu'aujourd'hui ils comptent et par exemple aucun grand accord sur ces questions ne peut se faire sans eux. Bon. En revanche, si vous parlez de grandes questions de sécurité, des grandes questions de guerre et de paix et des sujets donc de sécurité ou des sujets militaires, le Brésil ne compte pas. Si la crise des dettes souveraines qui touche l'Europe inquiète, elle ne devrait pas inverser les pôles de gouvernance mondiale. Si vous parlez de la crise de l'euro, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'on va péniblement, laborieusement, en souffrant, etc., mais on va sortir de tout cela par le haut. Et l'un des charmes de l'Europe, c'est justement il y a une certaine forme d'unité et en même temps il y a une formidable diversité. Bon. Et je crois que les petits États, comme typiquement Monaco, ont aussi leur rôle à jouer. Prochaine conférence organisée par la Monaco Méditerranée Foundation le 21 février avec Michel Pébreau, le président d'honneur de BNP Paribas. La Galerie L'Entrepôt propose la 3e édition du prix de l'Open des artistes. Des œuvres sélectionnées à la fois par les internautes et par un jury de professionnels seront exposées jusqu'au 26 février prochain. Reportage. Pour sa 3e édition, l'Open des artistes a pour thème les faits divers. Ce concours organisé par la Galerie L'Entrepôt en partenariat avec Monaco Télécom a réuni une sélection de 70 artistes soumis au vote des internautes. 3 d'entre eux ont été choisis. Le reste des sélectionnés provient d'un jury composé de professionnels. Ces œuvres sont exposées en ce moment et jusqu'au 26 février à la Galerie L'Entrepôt. Ce concours a le mérite de mettre en avant des artistes inconnus du grand public aux côtés de professionnels. Pour certains, cela peut être le départ d'une carrière. Tous les artistes ont une grande visibilité à la galerie durant les 15 jours d'exposition du 15 au 30 janvier, qui a eu une visibilité donc internationale, comme je vous le disais,
par rapport au site internet. Et sur la deuxième phase du concours, donc les 30 artistes ont une visibilité aussi au niveau de la galerie, où là on va plus se concentrer en fait sur la personnalité des artistes aussi, parce qu'à la première phase, on gardait les artistes anonymes. Voilà l'intérêt de l'Open des artistes, c'est donc il y a des artistes professionnels, mais aussi il y a des jeunes artistes, des gens qui se lancent, il y a vraiment des personnes de tous les horizons. L'exposition vaut le détour, les œuvres sont étonnantes de créativité. Certaines font référence à des faits divers qui ont marqué l'année 2012, comme cette chemise qui renvoie à l'affaire DSK qui avait défrayé la chronique, ou ce tableau sur lequel on peut voir les Pussy Riots menottés. Ce groupe de punk féminin avait été emprisonné en Russie pour avoir contesté le régime de Poutine. D'autres œuvres sont plus générales, elles ne se réfèrent pas à un événement en particulier, mais plutôt au fait que cette tranche de l'actualité fait partie de la vie quotidienne et que cela en devient presque banal. Le gagnant du prix de l'Open aura le privilège de voir son œuvre faire la couverture des pages jaunes ainsi que d'être exposé à la galerie L'Entrepôt. Le prix du public sera sur les pages blanches et le prix Monaco Télécom, qui cette année récompensera la meilleure photo, figurera sur l'annuaire Collector. Et en bref, dans le reste de l'actualité, sachez que l'ancien Toulousain Emmanuel Rivière a permis à l'AS Monaco de remporter sa 3e victoire consécutive à l'extérieur et de regagner ainsi la tête du classement aux côtés de Nantes. Et avant de refermer ce journal, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Mercredi, prolongement d'une période incertaine avec des températures allant de 8 à 13 degrés. Jeudi, un ciel partagé entre nuages et apparition du soleil avec un vent de plus en plus frais. Vendredi, poursuite d'un temps nuageux avec un mercure pratiquement identique. Et enfin samedi, un début de week-end avec de la pluie et une maximale de 8 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Comme à chaque fois, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Tout de suite, retrouvez les films projetés cette semaine en salle avec le magazine cinéma de José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.